Ça va, Amiens? Ouais, est-ce qu'on est chaud? Merci d'être venus, si nombreuses et nombreuses. À ce samedi 6 novembre 2021, ici sur Amiens, pour manifester sur l'urgence climatique. Je suis Pablo Toledo, pour Citoyens pour le Climat. Aujourd'hui, les dirigeants du monde entier sont réunis pour la COP26 à Glasgow. Et nous sommes ici pour faire écho à l'appel de la coalition internationale. Nous sommes partout dans le monde, des dizaines d'organisations et de mouvements sociaux, écologiques et syndicaux, ensemble pour dénoncer l'inaction climatique et les crimes contre les vivants, mais aussi pour mettre en lumière les solutions proposées par les citoyens et les citoyennes. En France, en ce moment, on est plus de 55 000 à se mobiliser. Nous sommes ici parce qu'il est fondamental de sensibiliser un maximum de gens sur l'urgence climatique. Nous constatons déjà les terribles effets de l'inaction et de l'attente, et un grand nombre de ces dégâts sont déjà irréversibles. Il y a des gens qui sont en train de passer parmi vous. N'hésitez pas à leur laisser vos coordonnées, et si vous êtes partant pour donner un coup de main pour l'organisation, vous leur dites. Parce qu'on a besoin de toi et de vous tous. Les gens, le monde va mal, le monde va très mal, et c'est à nous de définir notre rôle. Est-ce que nous allons continuer de détruire et de saccager le monde, de tuer la biodiversité et de faire de cette planète un désert, ou est-ce que nous allons enfin devenir les protecteurs de la vie? C'est à nous de nous positionner. Nous sommes trop loin des préconisations de l'accord de Paris. Il est largement temps de commencer à agir. Il est temps d'agir. Notre planète brûle. Notre planète se meurt. Et c'est cette planète qu'on laisse à nos enfants. Il est capital de déclarer l'état d'urgence climatique partout, et aussi sur Amiens. Comment ça se fait que la ville d'Amiens n'a pas encore déclaré l'état d'urgence climatique? Même Paris l'a fait. L'inaction nous coûtera bien plus cher que l'action. L'urgence climatique ne doit pas être prise à la légère. C'est maintenant que tout se joue. C'est le moment de commencer à agir. Il ne faut pas voir la transition écologique comme une source de frais, mais comme la seule solution possible. Et c'est une source d'emploi. Et c'est de l'emploi qui a du sens, parce que rien n'a plus de sens que de sauver la planète. Il faut que nos efforts aillent dans le sens de sensibiliser et de laisser à nos enfants une planète vivable. Il est urgent de faire les choix qui s'imposent, et pour ça, il faut une volonté politique qui aille dans le bon sens. Dans le bon sens à tous les niveaux, au niveau de la création d'une ville résiliente, au niveau de la production locale, de la consommation locale. Par exemple, il est nécessaire d'aider les agriculteurs, il faut favoriser les circuits courts. Il est capital d'aider la culture maraîchère sur Amiens, la permaculture c'est l'une des clés. Il faudrait aussi donner plus de moyens à la délégation environnement et biodiversité. Et ça serait quand même bien de commencer à limiter l'artificialisation des sols. Au niveau de la sobriété énergétique, il faudrait isoler les passoires thermiques. Et il est évident qu'il faut travailler sur la diminution des gaz à effet de serre. Et ça implique le CO2, mais également le méthane. Il est vital d'aller vers l'autonomie énergétique le plus vite possible. Et pour ce faire, il faut investir sur la recherche sur les énergies renouvelables. En local, on a des gens très capables qui travaillent là-dessus. Il faudrait les aider. Sur l'écologie et la biodiversité, la métropole prévoit 2,5 millions d'investissements sur un budget de 257 millions. C'est-à-dire à peine 2% du budget. C'est très faible en vue des enjeux.
Et pour finir, le réchauffement planétaire appelle à une mobilisation immédiate. J'aimerais bien une réponse claire à cette question tout de même. Comment ça se fait que la ville d'Amiens n'a pas encore déclaré l'état d'urgence climatique? Qu'est-ce qu'on attend? Merci. J'ai assez parlé, on va faire tourner un peu le micro. Qu'est-ce qui veut dire quelque chose? On fait tourner la parole. Qui veut prendre la parole? Est-ce que... Le changement, c'est maintenant, le changement. Je suis un peu intimidée parce que j'ai rien préparé, mais on va s'exprimer un peu. On est réunis ici en marge de la COP26. Beaucoup d'annonces ont été faites en matière de climat. Beaucoup d'annonces ambitieuses. Réduction de la température inférieure à 1,5 degré contre ce qui est en 2015 les 2 degrés. Réduction de la consommation, réduction des effets de serre de 50% d'ici 2030. Neutralité carbone d'ici 2050. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'annonces qui font plaisir, mais en fait qui ne se concrétisent pas réellement et qui ne sont pas réalistes. Quand on regarde aujourd'hui en France des annonces de création, de construction de centrales nucléaires, où sont les ambitions en matière de développement des énergies renouvelables? Barbara Pompili, je l'ai écoutée il y a 2 jours à la radio, elle parle d'un grand plan photovoltaïque. En France, ça fait 30 ans qu'on installe des panneaux photovoltaïques et la construction de panneaux français, aujourd'hui, il n'y a que 6 entreprises françaises, dont un de la filiale EDF qui va mettre la clé sous la porte. Donc pas de construction de panneaux photovoltaïques et elle veut lancer un grand plan de panneaux photovoltaïques. Donc, il y a énormément de retard dans ce domaine, il n'y a pas de soutien des énergies renouvelables. Il y a aussi sur le volet de la consommation, il faut vraiment impulser par des lois des changements d'habitude, des changements de comportement individuel dans la société, des changements aussi à travers le travail, légiférer pour qu'on repense le travail ensemble collectivement. Tous les jours, je vois des personnes dans ma rue, là, sur la Contralée à Saint-Achel, enlever les feuilles avec des souffleurs thermiques. Je me dis, mais là encore, il y a quelque chose qui va pas, on est encore en train de polluer. Et je pense qu'il y a des efforts vraiment collectifs à faire là-dessus. Et je me dis qu'on est loin par rapport aux annonces. La réalité est bien loin et je pense que là-dessus, on doit continuer le combat. On doit faire une éducation justement à ces enjeux climatiques, des éducations à la sobriété, vraiment inciter les personnes à moins consommer. Il y a des efforts aussi à faire en termes de repenser les technologies d'aujourd'hui parce qu'on est vraiment dépendant et 70% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la consommation énergétique. Donc il faut vraiment repenser notre modèle énergétique en France et la solution c'est pas le nucléaire, la solution c'est vraiment appuyer fortement une production d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique et là-dessus il y a un effort à faire et je pense que collectivement en tout cas nous ici on est nombreux, on est motivés et je pense qu'on va diffuser autour de nous vraiment des graines pour que demain dans notre société il y a vraiment un changement de comportement, un changement des mentalités et j'ai bien envie d'attendre que ça vienne d'en haut parce que ça vient pas d'en haut. Encore tout à l'heure je lisais un article, je me dis c'est bon, cette année on va arrêter les terrasses chauffées. En fait mais non c'est l'année prochaine encore, on a reculé, j'avais oublié que Barbara Pompili avait reculé encore une fois. Mais je me dis tout ça, quand ça s'ajoute, en fait les annonces qu'on fait à la COP26, ça n'a absolument pas de sens et j'espère qu'ensemble on va réussir à changer les choses. Bravo. Qui est notre votant de parole? On parle climat, hein? Merci de me laisser la parole. Et c'est vrai que le GIEC nous l'a rappelé, si on ne change rien, on va dans le mur. Dans le mur climatique, mais aussi dans un mur économique et social. Nous avons eu encore cet été des premiers faits catastrophiques de ce dérèglement climatique mondial. Nous avons notre part de responsabilité. La France est responsable, d'un point de vue historique, de 8% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que tout le continent africain ou que toute l'Afrique du Sud, toute l'Amérique du Sud.
Sur la région, les impacts, on en aura aussi. C'est notamment l'érosion côtière, et donc des côtes qui sont de plus en plus inhabitables, avec des submersions marines, également des inondations dans nos fleuves, la sécheresse aussi parfois, et puis bien sûr un impact sur l'agriculture, sur nos terres très fertiles. Et pourtant notre région est celle qui a le moins baissé ses émissions de gaz à effet de serre, 10 fois moins qu'au niveau national, parce qu'elle a moins investi aussi, qu'elle est anti-éolien et qu'elle est de plus en plus pro-nucléaire. Au niveau national, c'est l'échec de la prise en compte de la Convention citoyenne pour le climat qui devait permettre, grâce aux citoyens éclairés, d'équilibrer les choses d'un point de vue climatique, social et économique. Pourtant, la France, qui s'était fixé des objectifs dès 2020, ne les a pas atteints. S'est fixé aussi des objectifs pour 2030 et déjà très loin du compte, donc moins de 40% de gaz à effet de serre, et vise la neutralité carbone d'ici 2050. La solution qui est proposée, c'est de relancer le nucléaire, une énergie du passé, une énergie qui coûte 2 à 3 fois plus cher, qui crée 3 à 4 fois moins d'emplois et qui ne marche plus au niveau international. Veulent-ils sauver le climat? Je pense plutôt qu'ils veulent sauver le nucléaire et nous emmener dans le mur. Le mythe d'une énergie abondante et sans contrainte est à l'opposé des réalités vécues par les ménages et dans les territoires. Nous sommes en pleine crise énergétique avec une augmentation des énergies, alors qu'on nous disait toujours qu'on était indépendant et qu'on avait une énergie sûre et pas chère. L'augmentation du prix du gaz, de l'essence, de l'électricité nous montre maintenant le contraire. Il faut faire les bons choix, on est à l'heure du choix. Les centrales nucléaires actuelles sont vieillissantes et on peut maintenant, et c'est ce qu'a montré les différents scénarios proposés par les énergéticiens, qu'il est possible et même souhaitable de faire un développement, une transition énergétique grâce aux énergies renouvelables et à une sobriété énergétique choisie, une sobriété heureuse. Et tout ça permettra de créer des millions d'emplois, 1 million d'emplois en tout cas, en France, grâce à ce développement. Qu'attendons-nous? Quels sont nos gouvernements? Quels sont nos responsables politiques à faire ces choix? Je le ferai en tout cas à mon niveau, au niveau du Conseil régional des Hauts-de-France, où je suis élu grâce à vous. Merci. Alors, les pays commencent à faiblir, c'est les plus recherchables. Là-bas, vous avez la fresque pour le climat. Il y a Josué qui peut vous briefer pendant 5 minutes sur les questions climatiques. Et voilà, et sinon, je voulais juste rappeler que le 2 décembre, il y a aussi un colloque pour le climat, donc pour l'urgence climatique, à l'espace de Wiley. À l'amphithéâtre. Donc à 18h, le 2 décembre, on a le prochain rendez-vous pour le climat. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole? Josué, bien. Alors, comme le disait Pablo, il y a une fresque quiz qui est là-bas. Je vous inviterai à en parler, à venir voir. Alors, le changement climatique, c'est une opportunité. Pour moi, c'est une opportunité, oui. Et sans parler de toutes les choses qui font qu'il y a des gens qui vivent avec du mal-être dans notre société. J'ai pris des notes quand même. Sans changement climatique, nous n'aurions pas eu cette sonnette, cette alarme qui nous dit, en fait, si vous continuez ainsi, ça va exploser. Imaginez, sans changement climatique, nous aurons pu continuer sur ce chemin sans nous poser de questions. Nous aurons pu être toujours déconnectés des réalités physiques, déconnectés de la nature. Sans CO2, sans le CO2 que nous émettons dans l'atmosphère par nos activités, nous n'aurions pas eu ce cran d'arrêt. Quand bien même nous aurions eu une énergie idéale qui n'émet pas de CO2, eh bien nous aurions pu continuer dans ce chemin sans nous poser de questions. Les choses sont bien faites. Le changement climatique nous rappelle que nous ne sommes pas tout puissants, qu'il y a des libertés, qu'il n'y a pas de liberté absolue, que se mouvoir à l'autre bout du monde, que chauffer des terrasses, que manger de la viande tous les jours, d'artificialiser les sols, ça a des impacts sur la Terre et sur nous.
nous qui faisons partie de la Terre. Et par chance, pour résoudre le changement climatique, eh bien, nous devrons aussi nous poser ces bonnes questions et de re-questionner ce changement, ce rapport au vivant. Le changement climatique m'a permis d'ouvrir les yeux. Ça m'a permis de me reconnecter un peu, d'élargir ma sensibilité au vivant, à notre monde. J'ai réussi à me déconstruire, à vivre plus en adéquation avec mes valeurs. Et vous savez quoi? Eh bien, je suis plus heureux. C'est un peu illogique finalement. Moins de choses, plus de bonheur. Et en fait, c'est pas parce que je mange moins de viande que je suis moins heureux. Au contraire, j'arrive à savourer les centaines de places en produits animaliers. Ce n'est pas parce que je prends au maximum des transports décarbonés que je suis moins heureux. Je prends du plaisir à voyager. Il y a des nouveaux récits à proposer. Et ces nouveaux récits, par exemple, moi j'ai appris à contempler la beauté des choses plus facilement grâce à parce que j'ai ouvert les yeux. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont appris à déconstruire les choses. C'est un fait, mais il y a encore beaucoup de personnes aussi qui doivent déconstruire beaucoup ce qu'on nous a appris, ce qui nous est acquis dans la société. Alors comment faire? Comment les bouger? Comment les interpeller? Comment leur faire comprendre ce qui se joue? Quand je dis attention, attention parce que en fait on a effectué pour la plupart d'entre nous beaucoup de chemins. En fait on a un cheminement, une pensée qui a beaucoup évolué, on s'est abreuvé d'informations et ça il ne faut pas l'oublier, tout le monde n'a pas fait ce chemin. Alors moi je voulais vous parler de quelque chose parce que je suis convaincu que pour changer il faut avoir fait ce chemin et avoir compris les choses. Donc je vais vous parler un peu plus de l'atelier de la fresque du climat. Donc c'est un atelier qui existe à Amiens et qui permet en peu de temps de comprendre le dérèglement climatique et les enjeux, les rouages de notre système. Et tout ça de manière conviviale. Donc c'est tant mieux, on peut faire ça dans le partage. Cet atelier s'appelle la fresque du climat. C'est un atelier basé sur le rapport du GIEC et qui permet donc de comprendre tous ces phénomènes et qui impactent vraiment les personnes qui passent par cet atelier. Les personnes, en comprenant ce qui se passe, en fait, vont commencer à agir. Et aujourd'hui, en France, il y a plus de 200 000 personnes qui ont participé à cet atelier. Grâce à 10 000 animateurs, comme moi, animateurs de la fresque du climat, qui, en fait, se sont impliqués dans l'atelier, ont commencé à faire des choses et maintenant sont vraiment de réels ambassadeurs du changement. Donc, en fait, c'est un modèle assez exponentiel. 200 000 personnes qui ont participé avec 10 000 animateurs. C'est très simple de devenir animateur de la fresque du climat. Je vous invite à découvrir cet atelier. Et l'association estime qu'en fait, dans un an, il y aura 1 million de personnes qui auront participé à l'atelier en France et dans le monde. Aujourd'hui, cette semaine et la semaine d'après, à Glasgow, il y a une centaine de bénévoles de la fresque du climat qui sont animateurs, comme moi, qui sont à Glasgow pour convaincre les gouvernements et les associations de reproduire le modèle de la fresque du climat dans leur pays, pour qu'il y ait la même ampleur qu'il y a en France dans leur pays. Moi, demain, je m'en vais à Glasgow pour les aider à faire cette sensibilisation. Et je n'y vais non pas par espoir pour les négociations, mais au moins par espoir pour cette sensibilisation-là. À Amiens, la dynamique est lancée. Moi, j'aimerais que dans un an, il y ait 1000 personnes qui aient participé à l'atelier, avec une centaine d'animateurs. Et je pense que c'est vraiment faisable. Imaginez 1000 personnes à Amiens, sensibilisées à la cause, qui comprend les rouages du changement climatique. Ça peut vraiment faire un poids, quelque chose de différent. Alors, si vous êtes intéressé par l'atelier, je vous invite à venir me voir par la suite ou à venir participer à un atelier. Ou si vous n'avez pas de temps, le prochain créneau c'est le 25 novembre au Green Corner, c'est un bar à Saint-Leu. Si vous ne pouvez pas, venez me voir, je vais vous donner les coordonnées de la fresque du climat et on pourra en reparler. Et je vous dis à bientôt avec amour et détermination. Élus du groupe Amiens c'est le tien, ont été élus dans une campagne municipale qu'on a menée il y a 2 ans avec vous.
avec de nombreux camarades qu'on reconnaît ici. Je vais rebondir sur l'idée d'Alain Letrain, que fait la ville d'Amiens, que fait la métropole. Eh bien, elle avance dans son sens, dans un sens qui est, d'un côté, on artificialise des centaines d'hectares, et puis d'un autre côté, on fait un plan vélo qui n'avait pas été fait dans les travaux de transport du bus au niveau de service. Donc on fait et on défait, on affiche un engagement écologique sur le parc Saint-Pierre, le parc de la Haute-Oie, mais tout ça, ça ne va pas dans le sens d'un changement radical qui devrait s'opérer, un changement qui doit forcément être dans une pensée systémique, une pensée qui se veut globale et qui doit agir sur le local. Sur le local, il y a beaucoup de leviers. Il y a des leviers sur les mobilités, on en a parlé juste avant. Il y a des leviers sur l'alimentation. Or, sur l'alimentation, on ne voit rien venir. On a voté la PPI, donc nous on a voté contre. Et donc le plan pluriannuel d'investissement à la ville et à la métropole, on a relevé 300 000 € d'études sur l'alimentation. Mais rien pour une alimentation de qualité locale, avec un développement de l'agriculture maraîchère notamment, avec un développement du bio dans les cantines. Simplement 300 000 € d'études, le plan alimentation territoriale. Donc on a des effets d'annonce multiples, mais on ne voit rien de réels investissements sur les différents leviers qui devraient... Non mais ça va. Donc beaucoup d'effets d'annonce, mais sur les vrais leviers, on peine à voir une réelle ambition. On va, par exemple, sur les énergies, l'éolien, on en a parlé, c'est bloqué depuis belle lurette aux portes de la métropole, il n'y aura rien sur l'éolien. Sur les méthaniseurs, on laisse les promoteurs faire des projets rentables, mais pas de politique publique sur ce type d'énergie. Donc on a une ambition à Amiens qui est l'autonomie énergétique en 2050, sauf qu'on ne voit pas le chemin qui est pris. On nous parle de mettre des panneaux solaires sur les toits. Aujourd'hui, c'est pas encore actif sur cet élément. Donc effectivement, les politiques publiques ont une grosse responsabilité sur les gaz, sur les réductions des gaz à effet de serre. Sur le local, à Amiens, c'est une responsabilité de 30% de ce qu'on émet. Donc le changement qui s'opère et qui doit s'opérer avec le témoignage que nous a fait la jeunesse, qui est important, c'est un changement personnel. Et le changement personnel ne réduira pas plus d'un quart des gaz à effet de serre. Donc c'est toute une politique publique qui doit se mettre en œuvre. Et on est là avec les camarades pour rappeler que justice sociale, justice environnementale, ça va de pair. Ça va de pair avec le pouvoir d'achat et ça va de pair avec la façon dont on va travailler. Voilà, donc on est là auprès de vous pour être le relais de cette parole auprès de nos élus, pour leur dire « Allez, c'est maintenant ». Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient prendre la parole? Merci. Je ne serai pas long, simplement pour vous dire que les organisations syndicales de la FSU, à laquelle j'appartiens, et également la CGT et l'Union Sud Solidaire, appartiennent au collectif Plus Jamais Ça, qui s'est construit autour de la sortie de la pandémie et qui articule ces questions écologiques avec les questions sociales. Alors précisément, on a en France un service public qui est attaqué en permanence, mais qui est de qualité et qui est prêt. Ce service public est prêt à prendre le virage écologique et la situation écologique qui est nécessaire. Les salariés, les fonctionnaires sont prêts à la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, c'est d'un vaste plan dont on a besoin. Les organisations qui sont dans ce plan de sortie de crise ont travaillé à faire des propositions sur un plan d'urgence climatique et
accessible à tout le monde en ligne et qui va nourrir également le débat dans l'élection présidentielle qui arrive. La société entière est prête, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve, que ça soit politique, associatif, syndical. Et en tout cas, voilà, le changement, il n'est pas individuel, il est collectif. Et ensemble, on a bien compris qu'on peut faire davantage que nos petits gestes quotidiens. Et c'est un véritable plan de relance globale dont on a besoin en direction d'une amélioration de notre économie et sans laisser de côté les plus faibles, les plus démunis, que ce soit sur notre territoire national comme dans le monde entier. On ne peut pas se réjouir que la Chine soit... C'était chiant. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'elle est là? Non, c'est bon, c'est terminé. On ne peut pas se réjouir en France que les pollutions soient externalisées. Si on reproduit localement, on va reprendre en main notre destin écologique également. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci de m'avoir écouté. Le micro est en train de rendre l'âme. Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole? C'est bon, on est bon. On se donne rendez-vous du coup le 2 décembre pour un colloque sur le changement climatique à l'espace de Wiley, à l'amphithéâtre, 18h. Voilà. Et n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour les gens qui... Comme ça, la prochaine fois qu'on vous invite directement par email et aller à la fresque du climat. Et voilà, et merci d'être venu. Ciao, ciao.